bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire sur la brasserie belge du commerce équitable. Donc, c'est un événement qui a lieu dans le cadre du projet Fairtrade Schools et Universities. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2022 et qui a comme objectif de créer des liens entre le monde des étudiants, les acteurs de demain et les acteurs, les entrepreneurs du commerce équitable. Et donc, cet événement est tout à fait intéressant parce que il réunit bien les élèves de deuxième master de la Haute École Condorcet DAT en agronomie, orientation, bio-industrie, option fermentation, ainsi que 4 brasseurs que l'on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous. Donc, il s'agit, ils pourront se présenter un peu plus tard. Donc, Pierre Delcoigne de la brasserie des légendes, Julien Slabing de la brasserie des Carrières, Stanley Herman de la brasserie Badjao, brasserie coopérative liégeoise, ainsi que Jean Quéron de la brasserie de l'Orne. Donc, ce sont toutes des brasseries qui sont membres de la Fédération belge du commerce équitable, la Belgian Fair Trade Federation, à l'instar de la brasserie de l'Alès et la brasserie de la Rulle, qui malheureusement n'ont pas pu se libérer. Ce sont aussi des brasseries dont l'ensemble des bières sont labellisées Prix Juste Producteur. Plus d'infos sur le label sur le site prixjuste.be. Comme la procédure l'exige, le webinaire est enregistré et sera diffusé sur Internet dans quelques jours. Donc voilà, alors il y a plusieurs questions qui ont déjà été préparées la semaine dernière, aussi bien par les étudiants, par Madame Pascal Hertzens, leur professeur, et par moi-même. Je vais me permettre de poser la première question qui fera également office de tour de table. Si par la suite d'autres personnes veulent intervenir, mais n'hésitez pas à lever la main ou à, comme un petit comité, à poser la question directement si vous le souhaitez. Donc, première question, je vais demander à chaque brasseur de se présenter, ainsi que la brasserie. Et est-ce que vous avez une anecdote ou plusieurs anecdotes intéressantes ou amusantes sur votre brasserie? Alors, je propose que, on va dire, stanièrement de la Badjao commence. Hein. Ah bah voilà, allez, bonjour. Donc, moi, c'est Stani, je suis cofondateur de la Badja Brasserie Coopérative qu'on a créée. Enfin, on a déposé les statuts fin 2015, donc ça fait quand même bientôt 10 ans. Et puis, sur 2016, c'était vraiment l'installation de notre premier outil dans une ferme bio, ici, la ferme à l'Arbre de Liège à Lantin, donc une ferme pionnière dans l'agriculture biologique et dans le circuit court, parce qu'ils le sont depuis 1978. Et on a commencé vraiment à brasser en tout début 2017. Donc on réunit maintenant, c'est une coopérative citoyenne principalement, donc on réunit plus ou moins 500 coopérateurs. On est une équipe de 3,5 équivalents temps plein qui font tourner la brasserie. On travaille tout en bio, tout en circuit court, au-delà de quelques matières premières type orge spéciaux qu'on n'a pas spécialement en sourcing direct. Mais sinon, on a notre propre houblonnière, on a notre propre champ d'orge, enfin, non pas d'orge, justement, de froment, en l'occurrence. Et alors, petite anecdote, vu un peu le style de nos étiquettes et le nom qui est Badjao, qui veut dire bavard en wallon de Liège, mais en dehors de Liège, en général, les gens croient que c'est une bière africaine parce qu'ils prononcent Badjaoué. Avec le style un peu tribal de nos étiquettes, voilà, ils croient que du circuit court qui vient d'Afrique. Donc voilà, donc c'est sympa. Étant donné que je suis né au Congo, ça ne me dérange pas. Donc voilà, petite anecdote et petite présentation. Merci beaucoup, Stani, et je te remercie d'être présent ici parce qu'on sait que tu viens de subir une légère opération qui a fait que, enfin, aux amygdales, voilà. Si je peux me permettre de le dire, voilà, qui a fait exactement. Que tu as fini ne pas être avec nous. Donc, un tout grand merci. Et donc, je vais donner la parole à Julien Slabing de la brasserie des Carrières. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je suis Julien, donc je suis ami et associé avec François Morison. On a créé la brasserie suite à un petit voyage en mobilette avant nos années universitaires. Et on a donc démarré notre brasserie en 2012
On a voulu créer une brasserie vraiment de terroir. Et étant fils d'agriculteur, on a assez rapidement mis mon père et là depuis peu, on a repris la ferme l'année passée pour continuer la culture de l'orge. Pour le faire malter ici à Belleuil, à la malterie, à proximité. Donc nous, on est situé entre Tournai et Mons pour situer. Alors, donc nous, on a la production de la bière, on a aussi un restaurant qui est accolé à la brasserie, et on est ouais, 5,5 équivalent temps plein, tout confondu, pour la partie production commerciale administratif, pour une production de 6005. Et voilà, donc voilà un petit peu la situation. Merci beaucoup. On peut ajouter que tu es également professeur à l'Haute École Condorcet de Hatt, Ouais, euh, professeur invité. invité, ouais, ok. Euh, Là où se situe, là où étudie le groupe d'étudiants qui sont autour de nous. Tout à fait. Donc, je vais donner la parole à Pierre Delcoigne de la Brasserie des Légendes. Oui, bonjour. Désolé, hein, je vais essayer de me battre, mais la vidéo, elle ne veut pas aujourd'hui. À mon avis, c'est le lundi. Après un D'accord. long Comme week-end, on c'est t'entend, c'est quelquefois le plus compliqué. important. Euh, mais voilà, nous, en fait, je disais souvent, on est une jeune brasserie, mais tout doucement, en fait, on est encore jeune, puisqu'on fête nos 25 ans cette année. Donc, j'ai lancé la brasserie il y a 25 ans avec mon épouse. J'ai une formation d'ingénieur brasseur à l'UCL. Donc, enfin, voilà. Donc, on a évolué. On a fait nos premiers investissements il y a 25 ans. Lorsque j'ai fait mon premier emprunt à la banque, je me suis dit, ben voilà, je suis tranquille pendant 20 ans, je n'emprunterai plus rien et je n'avancerai plus. Je vais essayer de rembourser déjà ce gros crédit. Et puis finalement, 4 ans après, j'ai dû continuer à investir parce que on a connu des belles années de 2000 à 2019 où c'était des années de croissance. Et donc, ça nous a permis d'agrandir l'entreprise. Et donc, actuellement, en fait, on gère 3 sites de production. On a la brasserie des Géants qui est située en fait à Ath, à Hirschonwey, où là, on fabrique toutes les bières des Géants. On a également tout ce qui est la brasserie Quintine à Elzel, à 17 km. Et on gère également la distillerie de Biercé dans la région de Thoin, là où on fabrique l'eau de Villers. Une des particularités, c'est que depuis 2005, je pense qu'on est une des plus anciennes brasseries à avoir travaillé en circuit court. Donc, en fait, ça fait 20 ans qu'on travaille l'orge au départ de la ferme familiale, puisqu'en fait, je suis fils d'agriculteur. J'ai repris la ferme de mes parents en 2012. Et donc, en fait, on produit notre orge de brasserie donc en circuit court. Et maintenant, il y a une dizaine de fermiers aux alentours qui plantent pour moi. Et on achète évidemment cette orge au prix juste, puisque notre but était finalement de donner une juste rémunération aux producteurs, parce que moi-même étant producteur, je comprenais tout à fait ce principe. Et donc voilà, donc c'est ça principalement. On est évidemment, on a évolué et donc maintenant, à l'heure actuelle, on est sur les 3 sites, on est 36 équivalents temps plein en fait à travailler dans l'entreprise. En fait. Parfait, merci beaucoup. Donc, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, je vais donner la parole alors à Jean Quéron, donc de la brasserie de l'Orne. Bonjour, je suis donc Jean Quéron, un des fondateurs de la brasserie de l'Orne et également maître brasseur et gérant et un peu homme à tout faire parce qu'on a un petit peu le petit pousset ici. On est à 1,5 équivalent temps plein. On existe seulement depuis 2018 et on est là depuis 2018. Vous voyez, je suis à la maison, donc petite anecdote sympa. Euh, et, euh, et donc, on produit des bières qui sont à la fois bio, circuit court, équitable. Notre but, c'était vraiment de créer des choses qui soient justes. Et ça nous a paru vraiment évident d'essayer de faire de l'équitable. Et on travaille avec les mêmes filières d'orge via Cultivae, la coopérative à Saint-Tronc pour la Bajau.
Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc, je vais me permettre de poser une deuxième question, qui est une question assez généraliste, et après, on passera aux questions bien des étudiants de la Haute École Condorcet de Hatt. Alors, si l'on compare l'activité de votre brasserie avec ce que l'on peut observer sur le marché brassicole traditionnel, en quoi votre modèle de fonctionnement répond aux défis actuels du développement durable? Autrement dit, aussi bien voilà, au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique, qui donc sont les trois piliers du développement durable. On va peut-être procéder dans le même ordre. Donc, Sani, est-ce que tu as des éléments de réponse? Ben là, je dirais, à mon avis, un peu comme tous les quatre, hein, il y a une volonté de sourcing ultra locale, donc ça, c'est le cas pour nous dès le départ. Donc, les matières premières, le sourcing des matières premières en local, euh, également dans le cadre du prix juste. Donc, l'idée, donc, évidemment, c'est de faire en sorte que l'agriculteur ait un revenu qui correspond à ses dépenses et qui couvre l'entièreté de ses dépenses et qu'il dégage un mini bénéfice au minimum. Donc ça, c'est une chose. Le fait qu'on travaille tout en agriculture biologique, donc aussi, il y a cet aspect-là. Maintenant, les limites que nous, on n'a pas encore réussi à faire évoluer, c'est plutôt les limites énergétiques sur l'isolation du bâtiment, parce qu'on est locataire d'un bâtiment pas très efficace. Donc ça, on consomme, on pourrait optimiser plus si on avait d'autres moyens, ou en tout cas si on était propriétaire. On a fort travaillé sur la consommation d'eau, dans les limites de ce qu'on peut faire en tant que locataire aussi, mais on est sur des ratios relativement bas. On a fort développé la partie fût, donc 40% pardon, du volume que l'on vend est vendu en fût inox, donc réutilisable. Le reste est en bouteilles recyclées, recyclables, mais non consignées pour le moment. Problème de place, principalement. Donc l'aspect social et sociétal, bah, déjà le choix du modèle de coopérative en économie sociale. Donc nous, c'est statutairement parlant qu'il y a toute une série de, 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 une raison d'être, une raison sociale derrière, donc la valorisation de l'agriculture bio et locale. Le système aussi fait que les coopérateurs, donc les actionnaires, bah, ont des dividendes plafonnés, ont des contraintes aussi, toute une série de choses qui permettent de cadrer ces aspects-là. Sur le sourcing de tout ce qui est cartonnerie, tout ce qui va être fourniture, je vais y arriver. On va essayer de trouver aussi toujours un acteur le plus local possible, même si cela va coûter peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, on joue le jeu de diminuer le côté kilomètre. Et d'un point de vue économique, donc on a opté pour la modèle de salariat principalement de l'équipe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et travailler essentiellement sur la région, donc il n'y a pas d'exportation. Je crois qu'on trouve nos bières peut-être du côté de Hatt, dans ce coin-là ou dans le Hainaut, mais plutôt en épicerie bio principalement. Sinon, le reste, c'est vraiment dans la région de Liégeoise et alors de temps en temps un peu sur Namur, etc. Donc on essaie aussi, étant donné qu'on a sourcé localement, bah, de distribuer localement. Donc voilà un petit peu, si j'ai bien balayé les trois piliers. Ok, parfait. Je ne sais pas si quel autre intervenant veut prendre la parole. N'hésitez pas de toute façon à lever la main et à intervenir, encore une fois, même directement, vu qu'on est en petit comité. Donc le but, c'est effectivement de présenter les différentes brasseries, les différentes activités, comme Sandy l'a très bien fait. C'est aussi d'essayer de comprendre aux personnes comme moi, finalement, qui ne connaissent pas trop le secteur brassicole, de connaître dans le marché traditionnel brassicole quels problèmes quelles dérives au niveau écologique, au niveau social, euh, au niveau prix juste, on peut rencontrer. Parce que dans le monde du commerce équitable, finalement, on parle beaucoup du marché du cacao, le marché du lait, voilà, avec les difficultés de tous ces producteurs-là du nord et du sud. Donc voilà, ce qui est intéressant, ce serait de bien comprendre quelle est la différence entre une bière de marque mainstream qu'on connaît tous et les différentes bières qu'on peut trouver ici dans ce secteur, je dirais, du marché des brasseries locales
équitable, etc. Euh, je propose peut-être de donner la parole à Julien. Oui, pour ma part, oui, il y a l'aspect environnemental, il y a un aspect économique, l'aspect social. Euh, Il y a l'aspect donc environnemental, oui, parce que c'est vrai que le fait de travailler en local avec des acteurs locaux, ben forcément, il y a une discussion et une collaboration qui se fait par rapport à la culture. Et donc, forcément, voilà, on discute et on prend parfois même, chacun donne un peu son avis. Donc, il y a des décisions qui sont prises et qui sont justes. Donc, ça, c'est très positif. Il y a un aspect économique assez important qui, nous, en tant que producteurs de bière, est assez sympa. Et on l'a vu justement ces dernières années où ben, on est un peu indépendant du cours de la bourse. Et forcément, nous, le prix, il est juste par rapport au coût de fabrication, à la rémunération, mais on bypass finalement l'influence du cours et on a vu hein, que l'orge avait explosé à certains moments. Ben, finalement, pour la brasserie, nous, ça a été finalement un peu atténué, même si le coût malterie, ben, ça, on ne le maîtrise pas et donc ça, on est quand même dépendant de l'énergie par rapport à ça. Voilà. Et donc oui, je pense que d'un point de vue social aussi, ben, on fait travailler des acteurs locaux. Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, ben, c'est vrai qu'on distribue aussi de manière assez locale. Et donc finalement, ben, c'est comme si, entre guillemets, l'argent tournait un petit peu sur la région, vu qu'on collabore avec des locaux. Et donc, c'est assez positif. Alors, après c'est peut-être nous, mais nous, de manière générale, on ne communique pas beaucoup non plus. Et je pense que ce côté-là, les consommateurs ne sont pas au courant de tout ça. Et donc, je pense que ça, c'est notre défaut, en tout cas à nous, de ne pas communiquer suffisamment. Parce que les gens qui sont au courant, qui viennent nous visiter, avec qui on discute, sont très attentifs. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui le savent parce que finalement, bah, le prix de nos bières est, je veux dire, assez, je dirais, dans la moyenne et équivalent aux brasseurs locaux et finalement pas plus cher alors qu'on peut travailler autrement. Mais ça, les gens ne le savent pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Je vais donner la parole à Pierre Delcoigne. Oui, bon, ben, chez nous, en fait, on a eu un peu le même constat que Julien, c'est-à-dire que euh, bah, après 10 ans où on faisait notre propre production d'orge et qu'on utilisait l'orge de manière locale en circuit court, on ne communiquait pas ça vers notre clientèle parce qu'on n'avait pas peut-être les canaux à ce moment-là, on n'y pensait pas. Pour nous, c'était normal, donc on ne voyait pas en soi le côté si spécial que ça. Et donc, c'est vrai que ce sont les consommateurs eux-mêmes qui nous ont un peu bousculés en disant, mais c'est dommage, pourquoi vous ne communiquez pas plus, pourquoi vous ne le dites pas. Et donc, c'est vrai que depuis 5 à 10 ans, on commence à communiquer beaucoup plus sur ce côté circuit court. Notre brasserie a toujours été euh, assez regardante dans tous ses investissements pour toujours faire ça sous la loupe du durable. Et donc, quand on avait la possibilité d'investir pour améliorer nos performances énergétiques, on le faisait. Et par exemple, nous, ce qu'on a mis au point dans notre brasserie, c'est on récupère la chaleur des fermenteurs, donc puisque la levure dégage de la température, et puis même après, il faut réfrigérer. Bien, toute cette chaleur, on la récupère et on l'utilise pour chauffer nos chambres chaudes et nos bureaux. 80% de l'énergie nécessaire pour nos bureaux et nos chambres chaudes provient en fait de cette récupération de chaleur, ce qui nous permet finalement de ne pas aller chercher 80% d'énergie fossile pour le faire. On travaille également sur les récupérations d'eau. On a une laveuse qui est très performante et notre nouvelle laveuse a permis de diminuer de 80% notre consommation d'eau. On produit également une partie de notre courant. En fait, actuellement, on produit quand même 600 000 kWh et on en consomme 600 000. Donc, c'est des grosses productions. Simplement, on ne les consomme pas évidemment au bon moment. Il y a une réflexion maintenant peut-être pour trouver une solution pour essayer de faire un stockage et ne pas devoir
surcharger le réseau quand on ne consomme pas toute cette énergie. Au niveau social, on est sous forme d'SRL, quoi, de petites entreprises, et on est très collaboratif chez nous. Donc, on n'a pas une direction. Donc, on donne une direction de l'entreprise, mais à un moment donné, chacun a un pouvoir dans l'entreprise et c'est collaboratif. Donc, on a pas mal de groupes, de réunions entre les collaborateurs. Donc, quand je parle de collaborateurs, je parle de tout notre personnel. Et donc, c'est eux finalement qui dirigent l'entreprise. Et c'est une collaboration participative et ça se passe très bien en fait parce que on a mis en place justement un modèle qui permet en fait d'avancer dans ce sens-là, ce qui permet en fait à la direction de ne pas devoir être nécessaire. Donc on peut s'absenter pendant un mois, voire 2 mois, l'entreprise tourne, elle n'a plus besoin de nous en fait. Euh, et au niveau économique, je pense que ce qui est surtout très important, c'est on reste quand même une petite taille, donc on est flexible, on peut faire des décisions rapides, on peut faire des changements de direction rapides. Euh, on a toujours privilégié le circuit court parce qu'en fait, tout ce qu'on peut acheter localement, on le fait. Donc, nos cartons viennent à 6-7 km de chez nous. L'orge de brasserie, finalement, quand on a vu tout le circuit, je pense qu'il fait 50 km au maximum pour arriver à notre brasserie, alors qu'il y a tellement de mâles qui arrivent dans des brasseries qui ont déjà fait 500, voire 1000 km. Certains vont même aller jusqu'à 12 000 km quand ils vont le chercher en Argentine. Donc, voilà, je pense que tout ça, c'est important. Et ça se reflète indirectement aussi dans nos exportations parce qu'en fait, on exporte très peu. Il faut savoir que la moyenne belge, les brasseurs belges exportent 70% de leur production hors Belgique et nous, on est à moins de 20%. Donc, on n'est pas du tout dans le même sens que mes collègues brasseurs, ce qui finalement nous rend très, très résilients parce que ici, ces 4-5 dernières années, les grandes exportations ont chuté de 60 à 70% des bières belges et le marché européen s'essouffle aussi. Et donc, finalement, ça a eu relativement peu d'impact sur notre chiffre d'affaires parce que 80%, 84% est fait sur le marché belge, en fait. D'accord, d'accord. Donc voilà, le fait d'être dans une démarche de circuit court offre plus de résilience également par rapport aux fluctuations Tout du à fait. marché. Parfait. Je vais maintenant donner la parole à Jean Quéron de la brasserie de l'Orne. Oui, bonjour. Alors, je vais pas faire tout le topo, d'autant plus que la plupart des élèves ont déjà visité la brasserie avec moi, mais on est globalement dans une démarche assez similaire à celle que Stani évoquait. D'ailleurs, on s'est un petit peu inspiré de leur démarche à l'époque quand on a lancé le projet. Mais je vais reprendre quelques points un peu qui n'ont pas été cités, qui sont un peu spécifiques. Donc, au niveau économique, c'est assez similaire. On travaille avec des producteurs et des filières qui justement permettent à des agriculteurs de pouvoir investir dans la production de matières premières, soit en achetant directement aux producteurs comme on le fait pour le houblon, soit en travaillant avec des coopératives. Et ça, je trouve ça important de mettre en évidence que les coopératives intermédiaires entre les agriculteurs et nous permettent justement de lancer des filières justement pour les plus petits projets, parce que c'est vrai, si on a une grosse brasserie, on peut avoir les moyens ou le volume pour lancer sa propre filière, mais c'est important qu'il y ait aussi des intermédiaires qui créent finalement tout l'écosystème pour permettre à des agriculteurs, comme c'est le cas avec Cultivae, de créer ces filières économiques de produits vendus à des prix équitables, comme c'est le cas pour l'orge de malterie. Alors, au niveau écologique, nous, on a évidemment tout ce qui est le circuit court. On travaille aussi en consigné, ce qui est assez rare pour les petites brasseries. Et on a mis un certain temps pour lancer ça, mais on travaille de nouveau en collaboration
avec ici un prestataire qui est Bringback, qui est une société à Herstal. Et donc ça, c'est ce que je voulais dire aussi au niveau économique et au niveau écologique, c'est que un des ADN de notre projet, c'est le côté participatif et le côté collaboration. Donc on sait que finalement, on ne sait pas tout développer nous-mêmes, d'autant plus qu'on est petit. Et finalement, en matière de développement durable, finalement, faire une petite brasserie, c'est peut-être contre-productif parce que vous allez devoir investir dans du matériel alors qu'on pourrait tout faire dans une grosse brasserie. D'ailleurs, on a vu des moyennes brasseries ces dernières années qui se sont regroupées justement pour cette raison. Mais donc, si on est quand même dans une démarche de production locale, il est important de collaborer avec d'autres producteurs, que ce soit pour mutualiser les coûts, pour réfléchir, pour faire des achats groupés ou pour des investissements ou des collaborations au niveau de développement de produits. Voilà. Et alors au niveau social, de nouveau l'aspect participatif. Dans notre finalité sociale de notre coopérative, ben, on a à la fois la participation des coopérateurs qui ici sont pas les employés, mais plutôt les investisseurs, les citoyens, qui vont participer au développement de la brasserie, aux activités, au développement de produits avec leurs compétences, mais aussi on trouve important de participer à des aspects plutôt pédagogiques. Donc ici, le fait, par exemple, d'être membre de la Fédération belge du commerce équitable, c'est évidemment pour soutenir le commerce équitable, mais aussi pour pouvoir, comme aujourd'hui, passer un peu de temps pas très rentable pour nous, mais pour justement diffuser la démarche et espérer que d'autres acteurs vont prendre le pas et des étudiants, etc., pour que sur le long terme, notre démarche au-delà de nous soit pérenne. Merci beaucoup, Jean, pour cet éclairage intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Madame Pascale Hertzens, donc professeure de la Haute École Condorcet de Hatt. D'une part, pour voilà, se présenter, excuse-moi, j'aurais peut-être déjà demandé à Madame Hertzens de se présenter depuis le début du webinaire. Et puis, voilà, je crois que les étudiants de la Haute École Condorcet de Hatt ont plusieurs questions. La première, je pense, qui est liée à l'impact et à la mesure de l'impact lié au développement durable. Oui. Donc, bonjour à tous. Voilà, moi, je suis Pascale Hertzens, donc professeure à la Haute École Condorcet, comme vient de le dire Pierre-Yves. J'ai la chance pour la deuxième année d'animer un cours sur le développement durable pour les élèves en master on va le faire cours en fermentation, qui viennent là pendant 2 mois à la Haute École Condorcet parler de la brasserie. Et donc, c'est vrai qu'ici, ils ont travaillé sur pas mal de choses, réfléchir aussi un petit peu à cette démarche de développement durable et comment pouvoir l'introduire dans les brasseries, plutôt sous forme d'exercice dirigé. Et donc, c'est vrai qu'on avait préparé des questions. Alors, je vais ouvrir le fichier, comme ça je l'ai, mais c'était un petit peu l'idée finalement de se dire, tiens, on parle beaucoup de développement durable, mais c'est quelque chose de très difficilement mesurable au fait au quotidien. Et d'avoir un peu l'expérience de différentes brasseries sur comment on peut mesurer notre impact au quotidien sur le développement durable pour ne pas avoir l'impression parfois de faire les choses un peu dans le vide si on n'arrive pas à le mesurer derrière. Et donc, c'était intéressant d'avoir pour nous des idées, en tout cas, de ce qui pourrait être mis en place dans vos brasseries par rapport à ça. Merci, Madame Hertzens. Est-ce que l'un de vous quatre aurait des éléments de réponse à donner donc, sur la manière dont on mesure les impacts des différentes actions relatives au développement durable au sens large? Moi, je peux intervenir. Oui, vas-y, Pierre. C'est tout un débat parce qu'en fait, le problème de la durabilité, c'est que beaucoup s'en servent aussi pour se donner une image verte. Et donc, à un moment donné,
de manière plus sérieuse, il faut à un moment donné quantifier, il faut mesurer quel est vraiment notre impact et tout. Et donc, un impact dans une brasserie, ben oui, il est quand même important. On a des leviers qui peuvent diminuer cet impact. Et donc, il existe toute une série de modèles qui permettent de déterminer des bilans carbone, mais pas uniquement des bilans carbone, c'est finalement quelle est aussi la toxicité par rapport à l'environnement. Et donc, il y a différents organismes, il y a Agile Impact par exemple avec lesquels on a travaillé, et certains brasseurs autour de la table ici l'ont déjà fait, où on détermine exactement euh, là où on se place par rapport à l'environnement et quel est vraiment notre impact par rapport à l'environnement. Maintenant, il y a des choses très concrètes, hein, quand j'en ai parlé tantôt, lorsqu'on récupère la chaleur des fermenteurs. Donc, chaque investissement doit vraiment être réfléchi sur la loupe de essayer d'économiser de l'énergie, donc essayer d'avoir des machines moins demandeuses d'énergie. C'est essayer évidemment de réutiliser. Donc, la consigne des bouteilles, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que fabriquer une bouteille, c'est pas très écologique, ça rejette beaucoup de CO2. À la limite, il vaudrait mieux travailler en canette, mais si vous dites au consommateur il faut travailler en canette, il va vous regarder en disant mais est-ce que c'est vraiment écologique quand il regarde les bords des fossés? Pourtant, techniquement, on rejette moins de CO2 en travaillant sur un circuit de canette recyclé. Mais évidemment, si on travaille avec des bouteilles que l'on nettoie, donc consignées sur une distance relativement courte, ça reste l'option la plus intéressante au niveau de l'environnement. Donc, il y a plein de choses que la brasserie peut mettre en place. Et nous, à un moment donné, notre démarche a été de se dire, ouais, ça fait 20 ans qu'on travaille dans cette démarche-là. On n'a pas attendu ces 10 dernières années pour se poser la question de notre impact. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Simplement, ici, on s'est dit qu'il fallait qu'à un moment donné, on mesure les choses. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit avec la Chambre de commerce de Wallonie-Picard dans le processus UNITAR, donc dans la certification UNITAR, certification de durabilité qui a été lancée par l'ONU. Et donc, cette certification qui est gérée par toutes les chambres de commerce de Belgique permet en fait de suivre en fait les entreprises pas à pas et de mettre vraiment en place et donc travailler finalement sur les 17 ODD. D'ailleurs, Pierre-Yves, tu les as mis en partie derrière toi. Et Fait. donc, en fait, le principe est de travailler sur ces 17 ODD et voir quel est l'impact qu'on pourrait faire. Et donc, on touche la durabilité, c'est pas uniquement l'énergie et l'environnement, c'est également le social, c'est également la pauvreté dans le monde. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre en place. Et dans la certification unitaire, il y a ce qu'on appelle à un moment donné, il faut mesurer à un moment donné. C'est pas le tout de participer, ça dure 3 ans. Et chaque année, vous devez mettre 12 ou 13 minimum points d'amélioration de votre entreprise. Et le principe d'Unitar, c'est une amélioration continue. Donc, chaque fois, il faut se remettre en question, essayer d'améliorer, même si à un moment donné, on est arrivé, on se dit, ben voilà, maintenant on est bien, on peut toujours se poser plus de questions. Et dans Unitar, c'est un système de certification qui nous oblige à réfléchir sur les KPI, à un moment donné, de dire, tiens, quelle est ma situation maintenant et vers où je veux aller. Et donc ça a un côté très positif parce que finalement, ça oblige l'entreprise à s'arrêter à un moment donné, entre guillemets, de travailler, d'avoir le nez dans le guidon et de regarder sur base de chiffres. C'est pas évident parce que dans toutes ces ODD, tout n'est pas chiffrable, mais il y a moyen de mettre en place des choses justement pour améliorer. Et le côté très positif dans cette certification unitaire, c'est qu'elle est collaborative et participative avec l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de l'équipe de l'entreprise, mais également des fournisseurs, des clients. Et donc, pour moi, voilà, c'est un peu la voie dans laquelle on s'est dirigé pour vraiment pérenniser ce développement durable et le faire avancer, en fait. Merci Pierre. Du coup, j'ai peut-être juste une question pour, je ne sais pas si ce sera possible d'y répondre, mais pour un peu donner des exemples, en fait. Est-ce que tu aurais juste un exemple de KPI que vous mesurez pour donner quelque chose d'un peu concret derrière ici? OK. Il y a des choses, il y a des KPI, il y a des choses qui sont très simples dans les ODD à atteindre. Euh, une chose vraiment très simple, et c'est pas là où je dis qu'il faut aller dans un premier temps, mais par exemple, si vous avez par exemple des lampes qui sont encore d'ancienne génération, style halogène et tout, qui consomment beaucoup, et que vous passez en LED, ou que vous mettez des systèmes d'extinction automatique, je vais prendre un exemple, beaucoup de sanitaires dans le monde de l'entreprise restent allumés
toute la journée, et si personne l'éteint le soir, reste encore allumé le soir. Donc, c'est clair que si vous mettez au point tout simplement des détecteurs pour couper, ça, ce sont des petits moyens, des petits efforts, mais qui ne sont jamais perdus et qui doivent être faits. Un autre exemple de KPI, ce qu'on a fait, c'est notre station d'épuration. Donc, on épure nos eaux ici de la brasserie. Et donc, comme toute entreprise, on doit respecter la législation. Et donc, les rejets, on a des rejets maximum à respecter. Et donc, nous, on a modifié notre station d'épuration pour l'améliorer dans le but de diminuer par 5, voire par 8 nos paramètres de rejet. Donc finalement, c'est aller plus loin que ce que finalement la législation nous impose. Et alors, c'est quoi comme KPI? Ben, je vais prendre un exemple. Notre station d'épuration, à l'heure actuelle, on a l'autorisation de rejeter 200 en DCO. Eh bien, par exemple, habituellement, on était quand même assez haut, on était à 180 et des fois on dépassait, même on était à 250. Depuis qu'on a modifié notre station d'épuration ici, fin de l'année passée, les premiers résultats sont très positifs parce que maintenant notre DCO est aux alentours de 18-19, ce qui est extrêmement bas. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Il y a aussi la modification de nos machines, c'est-à-dire que quand on soutire, il y a, comment dire, certaines machines qu'on laissait tourner, on ne va pas dire en permanence, mais en stand-by, qu'on a coupé maintenant. Et on a vraiment remarqué une forte diminution de nos consommations d'énergie. Et comment ça se mesure? Ça, c'est très facile parce que finalement, on met des compteurs en fait individuels par installation et ça nous permet tout simplement de se rendre compte qu'il y a moyen de diminuer finalement la consommation de watts par litre de bière fabriquée en fait. Donc ça, ce sont des KPI par exemple qui permettent de mesurer ça facilement. Maintenant, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est que lorsque vous travaillez sur le côté plus social, c'est-à-dire travailler à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire donner un coup de main comment dire, pour donner un coup de main à une organisation locale, à une festivité et tout. Parce que le principe d'Unitar, c'est pas ah oui, mais je verse une cotisation et en échange, ils vendent mes bières. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le personnel de l'entreprise qui va consacrer quelques heures un samedi, un dimanche pour donner un coup de main à des associations locales sans but lucratif, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Il y a par exemple favoriser le sport au niveau de l'entreprise. Et donc, ben là, c'est assez simple en fait. Hein. On organise comment dire, des courses, on fait des trails et tout. Bien, le nombre de participations montre un peu l'engouement en fait du personnel à participer à ce genre de choses. Donc voilà, on essaye. Ça reste compliqué évidemment de trouver toujours la façon de mesurer les choses. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a d'autres brasseurs qui auraient des éléments par rapport à voilà, cette question de mesure des impacts liés à la durabilité? Je crois que tu as un peu la même idée que Pierre, c'est qu'à un moment, il faut les objectiver quoi qu'il arrive, ce sont quelques chiffres qu'il faut mettre derrière. Donc, le nombre, enfin, comme Pierre l'a expliqué, le nombre de kilowatts utilisés en électricité, le nombre de mètres cubes d'eau utilisés par mètre cube de bière brassée. Ça, c'est des choses que nous, on utilise et qu'on essaie d'améliorer d'année en année. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les approvisionnements, donc le nombre de fournisseurs ou l'approvisionnement, le fait déjà d'avoir des garanties que si le fournisseur n'est pas belge, ben, en tout cas que la fourniture vient ou est fabriquée en Belgique, en Europe, pardon, au minima. Ça aussi, c'est des certificats qui peuvent être simplement demandés aux fournisseurs et ceux qui ne veulent pas les donner, ben, en fait, c'est simple, tu ne travailles pas avec eux, quoi. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a le nombre de clients qu'on peut avoir justement dans un rayon relativement proche. Enfin, donc il y a quelques mesures qui peuvent être relativement simples à mettre en place et qu'on a de manière assez simple aussi à trouver, quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc,
Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques à ajouter. Sinon, parce que ça, je pense, une autre question. On avait une autre question, mais je vais laisser les étudiants les poser un petit peu. Donc, ils vont se rapprocher du micro. La bonne idée. Oui, bonjour. Alors, ouais. Du coup, en gros, on s'est rendu compte avec le temps et moi un peu avec l'expérience que le bio, de manière assez générale, en tout cas en France, au niveau de tout ce qui est houblon, ça fait pas baisser, mais ça change vachement la qualité des produits parce que bah, les consommateurs sont moins habitués à ces goûts-là et que voilà, c'est plus une question d'habitude du consommateur. Et pareil aussi, ça change la qualité au niveau des maltes où on va avoir peut-être des baisses de rendement et peut-être des changements de goût, mais ça moins quand même. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on jauge, comment est-ce qu'on trouve la qualité dans le bio, en fait, le curseur, en fait, entre à quel point on est bio et à quel point ça impacte le produit. Comment vous le voyez en tant que brasserie? Voilà. Je veux bien intervenir. Ouais. Ici, je pense que il y a allez, la vieille époque où on va dire où le plaisir bio n'était pas spécialement rencontré, en tout cas en termes brassicoles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'ingrédients d'origine biologique qui créent un panel suffisamment large pour faire des produits plaisir. J'estime qu'on ne travaille pas trop mal à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, je suis assez fier. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres produits bio qui n'ont pas absolument pas à rougir là-dessus. Et donc, il y a, je trouve, en tout cas, sur le changement de qualité, ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va avoir accès à un catalogue de produits qui va être restreint par rapport au conventionnel. Je pense à certains houblons particulièrement américains ou des synthèses qui sont assez explosifs et qu'on ne va pas avoir accès en bio. Bah, c'est très bien qu'ils restent avec leurs produits très explosifs, mais que nous, on va jouer, en fait, on va plutôt utiliser les contraintes comme étant plutôt un avantage. Maintenant, si c'est de faire copier-coller un autre produit, ben, ça ne sert à rien parce que là, on n'y arrivera pas. Par rapport aux certains rendements, ça, on a remarqué effectivement que d'année en année, suivant les années et suivant le lot d'orge qu'on a de tel ou tel agriculteur, on va être sur des rendements plus faibles que sur du bio non localisé, on va dire. On a déjà eu, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de mal à trouver de l'orge local, du malt local, enfin du malt en orge local. Et donc, on a effectivement, quand on a eu de l'orge qui venait de France, par exemple, on était sur des rendements nettement supérieurs. Ben voilà, c'est tout. C'est qu'on a des rendements inférieurs, on a des rendements inférieurs, on impacte le prix avec de la bière. Et donc, ce qui fait qu'on a un positionnement prix, dans notre cas en tout cas, un peu supérieur, je pense, que les gens des Dioles. Maintenant aussi, on est plus petit acteur, donc on fait que 900 hectos l'année. Donc évidemment, ça a un impact aussi, la taille a un impact sur le prix de revient de la bière. Euh, et, euh, et sur même aussi sur l'efficacité, Jean en parlait, Pierre en parlait, enfin, donc, sur l'efficacité énergétique, par exemple, ou l'efficacité de l'outil. Et tout ça pour dire quoi? Donc, je pense que en fait, c'est un faux débat, le côté, le problème de rendement et le problème éventuel d'un manque d'accès au catalogue que le conventionnel nous permet d'avoir. Voilà. Merci beaucoup, Jean Quéron. Oui. Vas-y, je t'en prie. Oui, mais juste pour abonder un peu dans le sens de Stani, c'est vrai que moi je me souviens à l'époque où j'avais fait mon stage à la brasserie du Pont, on remarquait bien que la saison du Pont bio et non bio, elle n'avait pas le même goût, hein, et c'est vrai que la non bio était plus subtile. Voilà, j'ai pas refait la comparaison récemment, donc je sais pas si c'est toujours le cas, mais il faut savoir que en fait, le fait qu'on puisse avoir des bières bio peut-être moins qualitatives, ça dépend en fait beaucoup de la brasserie et du brasseur. Et c'est vrai que parfois dans le bio, on a un peu parfois la démarche vient
vient avant peut-être les compétences parce on veut faire un truc super bon pour l'environnement et on oublie peut-être le goût. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de brasseries qui font des bons produits. Il y en a qui en font des moins bons. Voilà, c'est comme dans tout secteur. Et c'est vrai qu'il y a plus de choix dans les bières non bio. Et donc, on peut facilement, on peut trouver évidemment plus de meilleures bières non bio que de bonnes bières bio. Mais je pense qu'en effet, on a des contraintes au niveau des variétés, mais quand on travaille avec des bons producteurs, qu'on a des bonnes filières, on peut faire des très bons produits. Même si voilà, on a un peu plus de contraintes, mais ça nous force à être finalement plus créatifs. Ok, très intéressant. Je me permets peut-être juste 2 petites secondes d'intervenir aussi. Je pense que dans la question d'Aubin, il y avait aussi le fait que ben, du coup, on a des matières premières qui sont moins aussi régulières, qui sont moins standardisées, et que du coup, ben, ça va avoir aussi une différence sur notre produit pour avoir quelque chose de standardisé à l'année. Je pense que ça faisait aussi un peu partie de la question, si je me permets. C'est vrai, c'est vrai. Quand on fait du bio et local, parce que comme disait Stani, on a aussi le problème d'avoir de l'orge locale. Donc c'est vrai qu'on a des plus petits lots et il faut savoir que le malteur, il va mélanger les différents lots de malt pour avoir toujours une constance. Et donc quand on a de l'orge locale maltée, eh bien, on a plus de variabilité. Mais là, on est plus au niveau du rendement. Mais c'est vrai que quand on fait des produits qui sont à la fois bio, locaux et circuits courts, on a une contrainte finalement d'avoir un positionnement peut-être plus artisanal parce que c'est plus difficile de maintenir je veux dire, nos produits, je considère ils sont assez stables, hein. Il n'y a pas de différence de goût notoire, mais c'est vrai que si on compare à ce qui se fait dans des grosses brasseries ou dans de l'industriel, eh bien, on a un risque plus élevé d'avoir des micro-variations, mais on peut aussi jouer là-dessus au niveau justement marketing ou communication parce que on a aussi des bières de terroir. Et donc, c'est des choses qui vont ensemble, même si l'objectif du brasseur, c'est évidemment de limiter cette variation au maximum. Non, peut-être, je me permets, mais tu vois, Julien et Pierre, vous qui avez quand même dans votre gamme aussi l'une ou l'autre bière en bio par rapport aux autres bières en conventionnel, est-ce que vous voyez des différences tu vois, c'est peut-être justement, nous, on est en 100%, donc je veux dire, automatiquement, on a le prisme de moins de comparaison. Peut-être que vous voyez plus de différences que nous. Voilà. Ok. Mais je pense que quand on parle de bio, je pense que le côté local a plus d'impact sur comment dire, la qualité ou en tout cas sur le lot. Donc c'est clair que si localement on a eu des problèmes de météo, bien on va se retrouver pendant un an avec une qualité un peu plus compliquée, peut-être. Et donc j'ai l'impression que c'est moins entre le bio et le conventionnel, c'est plus entre le local et la grande Mm. échelle où on mélange tout. Et C'est ça. donc, les grosses brasseries, ben, qu'est-ce qu'elles font? En fait, c'est parce qu'elles coupent les lots. Déjà, les malteries ne vont jamais vous donner un lot d'un champ ou d'un producteur. Elles vont mélanger au maximum, justement, pour réduire cette différence. Nous, on a pallié là-dessus, tout simplement parce qu'en fait, nous, on a notre récolte des différents fermiers qui travaillent pour nous. Au départ, il n'y avait que notre ferme. Et en fait, nous, on a un seul lot qui est stocké. Et donc, pendant un an, on a un produit qui ne change jamais. Parce que pendant un an, on a un malt qui a toujours la même qualité, qui fera même quantité de protéines, même quantité de mousse et tout. Euh, on a plutôt des différences entre les années de récolte. C'est Ça, ça. oui. Et alors, c'est vrai qu'on a eu des années où nos blondes sont un peu plus couleur paille, il y a des fois elles sont un peu plus couleur or. Lorsqu'on est bon brasseur, on sait quand même maîtriser ses couleurs. Quand je dis les maîtriser, c'est pas en utilisant des artifices, c'est simplement en diminuant peut-être un peu le temps d'ébullition, en modifiant certaines choses. Je pense que travailler avec du bio, ça demande, et travailler avec du local aussi, ça demande plus d'expérience pour le brasseur. Euh, c'est comme si vous donnez une planche, si vous n'avez jamais surfé, vous allez vous planter quelques fois, et après, avec l'expérience, vous allez comprendre comment la vague fonctionne. Mais c'est la même chose. Quand les matières premières sont un peu
c'est très facile, entre guillemets, de brasser quand vous avez toujours une matière première qui est la même. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, quand on travaille avec du local et du bio, parce que, ben, fatalement, mis à part que vous n'aurez pas le choix des variétés qu'on a dans le conventionnel, mais surtout, je pense qu'il va falloir modifier son process de brassage, ce que les industriels détestent. Donc, c'est-à-dire, quand je dis modifier, c'est quelquefois modifier un peu ses paliers de température, c'est modifier ses durées d'ébullition, c'est modifier certaines quantités de houblonnage et tout. Et donc, je pense que ça demande beaucoup plus de maîtrise pour justement faire des bons produits de qualité, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt par l'expérience. Et donc, celui qui est 100% dans le bio, eh bien, il a plus d'expérience parce qu'il fait ça tout le temps. Ceux qui travaillent dans les deux, comme nous, conventionnels et bio, on a acquis notre expérience par le côté local, surtout de nos matières premières, parce que même nos houblons proviennent principalement de Belgique et on travaille avec des producteurs en direct. Ce qu'on fait simplement, c'est que ben, tous les ans, on se remet en question. Donc, on a chaque fois l'équivalent de nos matières premières pour un an. Donc, pendant un an, on est tranquille. Et le consommateur, ben, on doit lui expliquer de temps en temps. Il dit, tiens, cette année, votre Goliath blonde, il me semble qu'elle est un peu plus foncée. Et je dis, ben oui, il a fait humide, hein, ça a été des mauvaises récoltes, et donc on a tendance à faire un peu plus de couleur dans les bières. Au niveau gustatif, à la limite, c'est plutôt d'abord dans les yeux que le consommateur va s'en rendre compte par la couleur. Mais bon, ça, on l'explique et en général, ça passe bien. Mais maintenant, nos bières sont loin d'être parfaites, hein. On a des bières qui sont très riches en protéines et donc, de temps en temps, on a des flocs qui se forment dans le fond des bouteilles après 6 mois, 9 mois. Et il y a des consommateurs qui comprennent ça, il y en a qui ne comprennent pas, mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'avancer. Ce qui est le plus important de comprendre, c'est que on ne peut pas faire une bière en conventionnel. Et donc, certaines brasseries, quand on parlait de la brasserie du Pont, il faut essayer de, lorsqu'on fait un produit bio, ne pas le comparer à un produit conventionnel. Pas dire, tiens, voilà, ça c'est mon produit conventionnel et voilà la version bio. Ce sera jamais la même chose. Ce sera très difficile. Et il y a 20 ans d'ici, les houblons bio, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Ouais. Il y avait très peu de choix de variétés. C'est parce que depuis 20 ans, il y a eu une explosion du nombre de brasseurs et avec une forte demande au niveau du bio. C'est comme ça que maintenant, le brasseur qui travaille le bio n'est pas bloqué comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je peux vous dire que c'était très compliqué et même d'avoir l'approvisionnement, quoi. Vous faites un test, ça marche super bien, puis vous redemandez la variété, ah ben il n'y en a plus. C'est un peu toutes les contraintes du bio. Maintenant, je pense qu'il y a un marché qui s'est fait, qui existe, mais c'est clair que quand vous êtes en bio, il faut peut-être quelquefois réserver votre houblon pour être sûr de ne pas être en rupture pendant l'année, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Parfait. Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport aux difficultés, aux opportunités avec le bio, aux différences entre traditionnel et bio. Non, ben, nous, on travaille pas beaucoup avec du bio. Et après, au niveau de la réponse, ben, Pierre a tout dit, donc c'est vraiment les mêmes contraintes qu'on rencontre. Donc, non, oui, c'est vraiment la même chose, quoi. On vit la même chose. Parfait. Est-ce que Mme Mertens et ou vos étudiants auraient d'autres questions? Je viens de leur poser la question. Je pense qu'il y a beaucoup de timidité, donc je vais la reposer pour être sûre. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, moi, je prends la relève, mais c'est plutôt plutôt sur le côté bio. Eh ben, vas-y. Moi, j'avais une question, mais qui va être un peu redondante. Enfin, vous avez déjà donné des éléments de réponse. On sait que le développement durable, il y a un grand pilier qui est l'environnement, le bio, l'écologie, mais également il y a ce pilier qui est économie. Et je sais qu'en France, depuis le Covid, le bio, il a un peu moins la cote. Et il y a aussi des agriculteurs, des producteurs bio qui repassent au conventionnel pour un aspect plutôt économique, puisqu'ils se rendent compte que au final, avec le pouvoir d'achat qui diminue, les consommateurs ont moins tendance à acheter du bio. Et donc, je voulais savoir comment on aborde ça également en brasserie. Est-ce que c'est le cas aussi en Belgique? Est-ce que c'est le cas également chez les brasseurs? Et donc voilà.
Le constat est là, en fait, hein. Tout le marché bio a beaucoup de difficultés maintenant, principalement parce que je pense il y a un pouvoir d'achat qui a diminué. Et donc, il y a une partie de la population qui était partie vers le bio qui retourne vers du conventionnel. Donc ça peut expliquer la difficulté même de certaines brasseries qui sont dans le bio, mais c'est toute la filière, hein. Les épiceries bio on souffre pour l'instant. Si on peut donner des chiffres, sur ces 4 dernières années, enfin non, les 3 dernières années ici ont été compliquées. C'est 20% à 30% de réduction. Nous-mêmes, on a remarqué nos bières bio ont diminué de cet ordre-là, en fait, hein, 20 à 30% de ventes en moins dans nos produits bio. C'est un marché aussi spécifique. Le produit bio, on le vend très facilement, évidemment, dans les épiceries bio. Et à partir du moment où ces épiceries bio, qui étaient fort demandées en 2020 avec le Covid, ils ont connu là vraiment un intérêt important. Mais cet intérêt en 2022, en fait, c'est un peu complètement retourné. Donc voilà, je pense que c'est la situation générale et un producteur aussi. Quand je me mets plutôt à la place du producteur, parce que c'est vrai qu'un produit bio est souvent plus cher, mais à un moment donné, il vaut mieux manger et boire moins, mais manger et boire qualitatif. Euh, Nous, ce que nous, on a fait dans nos filières d'orge bio, enfin non, on n'est pas en orge bio, on est en orge conventionnelle, mais on n'a pas l'appellation bio, mais on fait aucun traitement en fait sur les champs qu'on utilise. Mais comme les cultures de la ferme ne sont pas tous en bio, ben on n'a pas l'appellation bio. Mais que soit, ça c'était un choix. Je pense qu'il se passe dans le monde des producteurs, je parle plus du monde de l'agriculture bio. Il faut savoir que pendant 50 ans, 60 ans, on a expliqué aux jeunes agriculteurs qu'il fallait mettre des engrais, il fallait faire grandir les plantes, il fallait les faire grossir, et puis elles tombaient malades, et donc il fallait mettre des pesticides pour s'occuper d'elles. Et donc, je pense il y a 2 générations, en tout cas au moins une, qui a complètement perdu le pied du bio. En fait, il y a un siècle d'ici, le bio, c'était normal, quoi. Et donc, je pense, mais il y a un siècle d'ici, l'agriculture n'était pas le même. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Toute cette main-d'œuvre était nécessaire, en fait, pour travailler en bio. Demander à des agriculteurs. Alors, le problème, c'est que si un agriculteur maintenant passe en bio du jour au lendemain, sans adapter son sol, sans le nourrir, parce qu'en fait, c'est normalement le sol qui doit nourrir la plante. Le problème, on a oublié ça. En fait, on nourrit la plante et le sol est un support. Le jour où comment dire, ce support redeviendra nourricier pour la plante, à ce moment-là, ils auront moins de difficultés. Et il y a peut-être de l'espoir aussi sur les nouvelles technologies qui arrivent et qui permettront peut-être en fait au bio de s'en sortir beaucoup plus facilement que maintenant. Et peut-être qu'à ce moment-là, les rendements sont toujours inférieurs évidemment au conventionnel, mais la main-d'œuvre peut-être pourrait diminuer dans le monde du bio si il y a une certaine facilité par la technologie qui commence déjà à arriver pour ces fermes en fait. Oui. Je rejoins assez bien l'avis de Pierre. Effectivement, donc, il y a la baisse du marché là, enfin, nous qui sommes particulièrement dans tout ce qui est magasin bio, magasin de produits locaux depuis notre début, en, en 3 ans, maintenant, on a vu des baisses pas loin de 30 et 40% de nos volumes qui ont disparu dans ce secteur-là au profit de d'autres secteurs, mais dans ce secteur-là en tout cas. Et maintenant, il y a aussi la consommation qui a évolué, donc il n'y a pas que le pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a aussi des choix, tout simplement. On oublie que le pouvoir d'achat est aussi une question de choix. Mais il y a aussi simplement les circonstances. Les gens boivent de moins en moins d'alcool aussi. Donc, il y a ce double facteur qui joue par rapport aux brasseries et qui boivent de moins en moins d'alcool, bah, c'est peut-être pas si mal non plus. C'est un peu chiant pour nous par moment, mais il faut peut-être s'adapter aussi ou adapter notre consommation. Comme disait Pierre, là, c'est
peut-être boire au moins et manger mieux et boire mieux et peut-être mieux choisir en tout cas. La main-d'œuvre, effectivement, dans l'agriculture biologique, elle est supérieure, et donc ce qui fait que ça génère des coûts supérieurs. Maintenant, sur le prix d'une bière, c'est beaucoup moins impactant parce qu'on est à nous à un stade plutôt de transformateur. On n'est pas en sourcing propre. Et, et la main-d'œuvre, que ce soit de brasser une bière conventionnelle ou de brasser une bière bio, est exactement la même. Donc là, il n'y a pas de différence. Les surcoûts qu'on peut avoir, nous, évidemment, on va tenir du label, de la labellisation et des contrôles qu'ils vont avoir. Et c'est vrai que ces contrôles et cette labellisation coûtent relativement cher, compte tenu de ce que ça peut apporter. Et donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que le marché est en train de bouger, rebouge depuis le Covid à ce niveau-là. Je pense qu'on a touché, enfin je pensais qu'on allait toucher le fond sur 2024, peut-être que 2025 va être descendre encore un peu, mais je crois que la chute se stabilise, on va dire, donc ça c'est le côté positif. Et maintenant, il faut se repositionner, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, euh, et arriver aussi à faire en sorte que le consommateur fasse peut-être des choix plus éclairés. Donc, mais c'est pas, ça fait partie, allez, d'un discours qu'on va avoir quand on est en contact avec lui. Mais c'est peut-être là la partie la plus difficile, parce qu'évidemment, à notre échelle, en tant que petite brasserie, on n'a pas toujours les moyens d'atteindre le consommateur et de le sensibiliser. Donc, il y a tout un travail à faire à tout échelon politique comme de consommation et que ce soit aussi économique, quoi. Donc voilà, il y a un peu de travail à faire là-dessus, quoi. Morale de l'histoire, c'est par conviction qu'on fait du bio et qu'on est en 100% bio et qu'on continuera à le faire de cette manière-là. Même si c'est plus compliqué. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions du côté de la Haute École Condorcet de Watt? On n'entend pas passer. Et Oui, le micro. j'avais un petit souci, j'étais une fenêtre qui s'était mise devant mon écran. Ben, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore une question? Je regarde autour de moi. Ben, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de choses qui ont en effet été posées par rapport à ces interrogations-là. Pascal, Allez. Oui. ce sont des futurs entrepreneurs, peut-être indépendants, ou travaillent dans le monde brassicole? Il y a un peu de tout, hein, c'est un mélange. Alors, je ne connais pas tous leurs projets professionnels, mais je pense qu'en effet, à mon avis, il y a des entrepreneurs dans le monde brassicole qui se profilent, mais est-ce que ce sera leur réalité future? Ça, je ne sais pas te dire. Alors, le message que je pourrais donner, parce que finalement, alors je ne suis que au début de ma carrière, enfin je sais pas, ça fait quand même 25 ans, donc je ne sais pas si Notez j'ai la dernière question, que justement, quel message est-ce qu'on peut donner à Tout à ces fait, étudiants? Dérive. C'est pour ça que j'essaye de rebondir là-dessus, en fait. D'accord, d'accord. Mais en Vas-y, fait, je ne vais pas t'interrompre, je continue. il y a 25 ans, quand je me suis lancé, pour moi, c'était un rêve, hein. Donc, il y a 28 ans, j'avais le rêve de lancer mon entreprise. Je voulais être indépendant. Mon père était indépendant agriculteur. À ce moment-là, on parlait beaucoup de la problématique de la PAC au niveau des fermes. Et donc, il y avait beaucoup de démotivation au niveau du monde fermier. Donc, c'est ça que ça ne m'a pas attiré. C'est peut-être un peu dommage parce que finalement, cette démotivation dans le monde agricole, on le ressent peut-être maintenant, parce qu'un secteur peut bien tourner pendant 10, 20 ans, et puis à un moment donné, il peut y avoir un creux. C'est ce que le monde brassicole vit pour l'instant, parce qu'en fait, il y a vraiment une remise en question. On parle de bière sans alcool, on parle de les filières bio qui sont plus compliquées, finalement les gros produits brassicoles qui reviennent à l'avant du marché. Mais je pense que, bon, avec les années qui évoluent, finalement, moi, j'ai repris la ferme en 2012 parce que je me suis dit que c'était quand même dommage. Et je pense que le message qui est important à savoir, c'est que il faut d'abord et avant tout faire quelque chose qu'on aime. Il faut être passionné. Alors, peu importe le choix que vous voulez faire, si on vous dit maintenant, oui, surtout ne te lance pas en brasserie,
Non, si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes courageux, si vous êtes persévérant, ben, vous vous en sortirez, quoi. Donc, je pense que c'est important. Alors, c'est clair que se lancer lorsque tout tourne bien, ben, c'est évidemment plus facile. Donc, d'où le fait qu'il faut vraiment être motivé à 200% parce qu'il y a des moments beaucoup plus durs dans le travail, dans l'évolution d'une entreprise. Mais quand je me suis lancé il y a 25 ans, avant de vendre ma première bière, j'avoue qu'il y avait des moments où on était un peu, je ne vais pas dire démoralisé, mais les investissements étaient énormes. On a investi beaucoup, en fait. On a pris énormément de risques au début. Mais une fois qu'on a commencé à vendre la première bière, qu'on était en contact avec les clients, ah, c'est tellement gai de pouvoir valoriser quelque chose, finalement, d'en faire son métier et tout, que finalement, on a, on ne regrette rien de tout ce qu'on a fait sur 25 ans et on continuera comme ça. Voilà. Merci pour ces paroles encourageantes. J'aimerais poser une question au sujet du label Prix Juste Producteur. Je crois ne pas me tromper en disant que l'ensemble des bières des différents brasseurs ici présents sont labellisés Prix Juste Producteur, tout comme une bonne quinzaine de brasseries en Belgique, en région Wallonne, si je ne me trompe pas. Donc, ma question concrètement, c'est en quoi est-ce que le label apporte une plus-value, selon vous, et de manière plus générale par rapport à ce concept de prix juste, est-ce que le concept de prix juste est aussi capital dans le monde brassicole qu'il ne l'est dans des secteurs dont on parle souvent, comme le secteur du lait, où les producteurs de lait se plaignent souvent du cours du marché mondial ou du cacao, pour parler d'un produit du Sud. Donc, voilà, donc, je mes questions par rapport au label Prix Juste Producteur. Bien, voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire en termes de quels sont les avantages de ce label? Et puis, voilà, deuxième question de manière plus large sur l'importance du concept du prix juste dans le secteur brassicole. Je ne sais pas. Oui, Pierre-Yves, moi je voudrais dire d'abord que les labels ou une démarche, c'est la même chose pour le bio. On le fait d'abord parce qu'on y croit. Et donc, de la même manière qu'il y a peut-être un creux dans le bio, ce qui n'est pas spécialement le cas pour l'équitable, enfin, c'est peut-être plus que moi, mais euh, c'est pas parce que une démarche est peut-être en cours d'essoufflement qu'il faut pas le faire. Comme disait Pierre, ben, il faut d'abord faire ce qu'on croit, hein, et évidemment, il faut pas non plus être foncer tête baissée, être une tête brûlée, mais je pense que si on veut, nous, on faisait des bières équitables avant d'avoir le label Prix Juste. On a mis presque 2 ans à l'avoir. En fait, on aurait pu l'avoir dès le début, mais on ne s'était pas fort renseigné là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose. C'est difficile d'avoir un retour sur ce que nous apporte le prix juste dans nos ventes. Il faut savoir que l'équitable, on pense souvent café, voilà, il y a beaucoup de démarches autour de l'équitable, notamment dans la fourniture publique. Pour des bières, c'est évidemment moins porteur, hein, et donc, c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que ça nous apporte. En tout cas, ce que je constate, c'est que une des démarches qu'on fait pas mal au niveau des ventes, c'est de faire des bières d'étiquette. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui prennent certaines de nos bières et qui mettent une étiquette à leur nom. Et souvent, le label prix juste, parfois, il reste plus souvent que le label bio. Donc, je constate que souvent, ils prennent tous les labels, hein, mais quand il y a des choix à faire ou quoi, ben, le prix juste, c'est quand même quelque chose qui parle. Et donc, je pense que ça a une réelle plus-value. Alors, la deuxième partie de la question, c'était l'importance. Alors, je pense que c'est important, mais malgré tout, si on compare avec le lait, je dirais que c'est peut-être moins essentiel, hein. Il faut savoir que l'orge en Wallonie, ben,
c'est surtout de l'orge à bétail. Et donc, quand on fait de l'orge pour brasserie, on crée une nouvelle filière. Et donc, c'est différent que d'assurer un revenu décent pour une filière dans laquelle des centaines, des milliers d'éleveurs ont déjà investi. Donc, je ne mettrai pas ça tout à fait au même niveau que des choses comme le lait. Malgré tout, je pense que c'est important parce que pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est important de se diversifier et de pouvoir créer des produits qui ont une valeur ajoutée et qui peuvent être vendus avec le moins d'intermédiaires possible. Et dans ce sens-là, je pense que notre démarche en tant que brasseur est importante parce que on soutient finalement un développement de l'agriculture qui est plus familial, plus court et plus juste. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres brasseurs veulent ajouter des commentaires? Non, je pense que Jean a pas mal résumé aussi. Et Label Prix Juste allez, essaie de communiquer de plus en plus aussi auprès du consommateur pour expliquer ce qui se passe derrière. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ça augmente nos ventes. C'est simplement, ça répond à un cahier de charge de valeur qu'on a déjà mis en place depuis certains temps. Et, et en ça, c'est déjà pas mal, je dirais. Ça donne simplement une autre visibilité. Donc, Ça permet peut-être également de créer du networking entre ouais, bien brasseurs. sûr. Mais c'est comme ici, être membre de la Fédération du commerce équitable. Je veux dire, peu de gens connaissent malheureusement la Fédération du commerce équitable. Nous, on va être sur des échanges nord-nord. Mais je crois que le fait d'être membre, le fait de répondre à ce cahier de charge, à être signataire allez, des conventions, mais fait qu'aussi, on va donner aussi au public, probablement dire, ah oui, ok, j'entends parler de commerce équitable, de prix juste, d'agriculture bio, du local, de l'artisanat, parce que je crois qu'aussi un des points communs, tous les quatre, c'est qu'on est quand même très fiers de faire les choses nous-mêmes, ce qui est très important pour nous. Et donc, voilà, je crois que ça aussi, c'est des valeurs un peu importantes qu'on essaie de transmettre. C'est des valeurs humaines, mais des valeurs de savoir-faire et d'approvisionnement et de prendre soin de son voisin. Voilà, je crois que c'est important. Très bien. Est-ce que Julien ou Pierre avaient des choses à rajouter sur ce concept de prix juste ou le label prix juste producteur? Mais, pour nous, en fait, le prix juste, en fait, ça faisait 25 ans, ça faisait 20 ans qu'on pouvait le demander, mais il y a 20 ans, il n'existait pas, le prix juste. Euh, on s'est inscrit à un moment donné parce qu'on est venu me chercher en me disant, mais vous, la brasserie des légendes, on vous cite toujours en exemple, on parle de votre orge locale et tout, mais pourquoi vous n'êtes pas prix juste? Je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est comme ça que finalement, on s'est inscrit dans le prix juste. Euh, Nous, en fait, on s'en sert principalement au niveau commercial comme différenciation, quoi. Pour nous, c'est une manière, quand certains marchés sont un peu compliqués, et je vais prendre un exemple, on a lancé, alors c'est un peu bizarre, mais l'année passée, on a lancé une lager, en fait, une pils dans notre brasserie, euh, parce que finalement, on en avait marre de voir des masses et des jupilaires couler dans notre région. Et donc, on s'est donné comme objectif sur la région attoise, qu'il n'y ait plus de masses ni de jupilaires servis. Alors évidemment, dans les bars, on n'y arrivera pas, mais au niveau des festivités, on a déjà atteint 80% des festivités qui vendent uniquement notre Pils. Et un des arguments, ça a été de dire, ben voilà, sachez que c'est le prix juste, on soutient les agriculteurs localement et tout. Alors évidemment, le prix juste ne va pas tout faire, hein. Si vous êtes hors marché, ben, ils vont vous sourire, ils vont dire, bon, c'est très bien, mais on continue avec Masse ou Jupiler. Donc, on a dû évidemment faire des concessions et travailler avec des marges beaucoup plus réduites. Mais c'est clair que quand on était un peu plus cher qu'à un moment donné sur une festivité sur Masse ou sur Jupiler, le fait de dire qu'on était pris juste, dire bah, ok, on va prendre chez vous parce qu'on soutient l'agriculture locale et de la région. Et donc voilà. Donc nous, ça nous permet en tout cas de mettre en fait nos produits en évidence. Et en tout cas, on arrive à. Voilà, le prix juste, ça peut être le petit changement qui fait que la personne prend la décision et dit bah oui, c'est un argument de plus, ok, on travaille avec vous. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on l'a utilisé en fait. Merci Pierre. Julien, je ne sais pas si tu veux
si tu as une remarque à ajouter à ce sujet. Donc, je n'ai pas de remarques, je rejoins un peu ce qui a été dit. Mais c'est vrai que le label, c'est toujours, au plus on pourra communiquer, au plus on pourra avoir de visibilité sur ce qu'on fait. Parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un manque de communication. Je pense qu'il faut de plus en plus communiquer là-dessus. Merci. Finalement, c'est un élément qui sera revenu assez souvent lors de la discussion, c'est ce manque de communication, ce manque de sensibilisation par rapport aux citoyens, aux consommateurs. Je ne sais pas si du côté de Condorcet, il y a une dernière question. Il est déjà 16h28, donc on va penser à... Oui, je pense qu'on peut commencer à clôturer. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses et J'aurais malgré tout la question finale, mais je t'en oui, prie. Stan. oui, après, c'est vrai que moi, si j'avais dû lancer encore une question, c'est une question que j'avais abordée en cours avec les élèves on en a parlé rapidement tout à l'heure, le choix finalement de la bouteille, de la canette, de plus distribuer en fût, parce que ça a quand même un gros impact sur, aussi sur nos déchets et sur le développement durable. Donc Pierre avait un peu, je pense que c'est Pierre tout à l'heure qui en a un petit peu parlé, mais ça pourrait être intéressant aussi d'avoir le point de vue, je pense, des autres brasseries sur le choix finalement de ce consommable qui est la bouteille réutilisable, la canette ou le fût, et finalement se dire, tiens, nous, on veut peut-être plus distribuer en fût, comme ça, on diminue, mais on n'atteint pas le même public. Donc, je pense que c'est quand même il n'y aura pas la réponse aujourd'hui, mais c'est intéressant d'avoir des avis autour de ça. Si l'un d'entre vous veut réagir sur la question du contenant et l'aspect écologique qui va avec. Nous, on a commencé avec uniquement en bouteille jetable. C'était pas un choix, c'était une contrainte, voilà, parce que tout le monde peut pas avoir une laveuse de bouteille. On est très content d'avoir qu'il y ait un marché qui soit développé pour le nettoyage et la récupération des bouteilles pour les petites brasseries. Je dirais que nous, si on pouvait vendre plus en fût, on serait très content. Il y a l'investissement qui est assez conséquent quand même, les coûts. Et au-delà de ça, se pose plutôt la question canette bouteille. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut un peu dépassionner le débat parce que d'un côté, on a les déchets, de l'autre côté, on a le contenant qui est plus lourd. Et donc, finalement, il faut voir un peu au niveau énergie ce que ça donne. Voilà, il y a certaines brasseries qui ont décidé d'être plus sur la canette, d'autres plus sur la bouteille consignée. Je pense que les deux, je ne connais pas les études, mais ce serait intéressant de voir. Voilà, mais les deux se valent assez bien. C'est peut-être aussi une question de style, hein. Quand vous faites des bières de style américaine, comme beaucoup de micro-brasseries, évidemment, la canette, ça a tout son sens. Voilà, je pense que c'est important que on essaye petit à petit de sortir du jetable, en tout cas, et de ne pas oublier aussi en tout cas de la bouteille jetable, et de ne pas oublier aussi les contenants type carton, etc. Voilà, plus l'utilisation de bacs. Et je pense qu'aussi dans le secteur, on devrait aussi se poser plus de questions sur les emballages des matières premières, hein, que ce soit le malt en sac, les palettes surplastifiées, etc. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Merci beaucoup, Jean. Donc, Julien Slevink a dû nous quitter parce qu'il avait un rendez-vous à 16h30. Il est vrai que le webinaire était censé se terminer à 16h30. Donc, je pose bien cette dernière question, une des questions les plus intéressantes finalement. Avez-vous un ou plusieurs conseils à donner aux futurs professionnels du monde brassicole qui nous écoutent, qui sont devant nous? Pierre va déjà donner des éléments de réponse. Peut-être Stani, est-ce que tu as des choses à dire? Ouais, moi, je pense qu'il faut surtout
rêver d'abord. Et puis alors, effectivement, Si vous avez des valeurs que vous voulez transmettre, je crois que c'est les mettre au-dessus de la pile dans la construction du projet. Et peut-être aussi être ambitieux. Voilà, ce que nous, on a peut-être manqué, en tout cas à nos débuts. Donc, on a peut-être, c'est même pas peut-être, on a commencé probablement trop petit, donc avec énormément de contraintes liées, et donc le choix du conditionnement, par exemple, dans une trop petite pièce qui ne permettait pas d'avoir du consigné dès le départ. Et donc, si on avait choisi directement de dire si on veut travailler en consigne, peut-être que l'équation aurait été complètement différente, par exemple. On aurait choisi un local plus adapté qui nous aurait probablement permis de se développer différemment, etc. Et donc, ça, je pense que c'est important. Après, c'est de vivre un peu son rêve, c'est-à-dire probablement essayer de travailler dans l'un ou l'autre projet les plus proches de ce que vous voulez peut-être réaliser pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans. Hein. Mais en tout cas, se créer une expérience probante qui permet de bien comprendre la réalité. Donc, parce qu'entre le rêve et la réalité, il y a quand même vachement des grosses différences. Donc, et ça, je pense que c'est important. Et puis, je crois qu'il faut oser. Voilà. Après, c'est vraiment ça, c'est oser. Sinon, c'est vraiment pas drôle. Donc, mais voilà, les valeurs, les piliers, bien calculés, l'assurance, oser, mais en même temps rêver et en même temps être un peu ambitieux, pas au sens mauvais du terme, je dis bien, c'est vraiment au sens, faut vouloir viser un peu plus haut, quoi. Et gagner de l'expérience et rien lâcher, quoi. En gros, je crois que j'ai tout dit. Voilà. C'est Stani. Voilà. Jean, tu as quelque chose à rajouter? Oui, voilà. Pour reprendre un peu ce qui a été dit par Sani et par Pierre tout à l'heure, hein, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que enfin, d'un côté, oui, si on croit à quelque chose, on peut y arriver, mais il faut bien se rendre compte aussi que le marché de la bière, pour le moment, il est un peu saturé. Et donc, je pense que de nos jours, contrairement à il y a 10 ans, il faut peut-être penser d'abord à collaborer. Euh, Chaque brasseur se croit unique, se croit le meilleur du monde, croit qu'il a les meilleures idées. Euh, Déjà, rien que dans un projet comme une coopérative, c'est déjà autre chose qu'un brasseur qui crée sa brasserie tout seul. On est déjà une équipe et donc ne pas hésiter à rejoindre d'autres projets, à se mettre à plusieurs à essayer de s'allier avec d'autres projets pour faire des économies aussi d'échelle d'investissement, sans oublier évidemment d'être ambitieux et de croire en ce qu'on fait. Donc voilà, je vous conseille je vous souhaite beaucoup de succès si vous essayez. On Merci, dit, Jean. Pierre, je ne sais pas si tu as d'autres on, éléments à rajouter par rapport aux choses intéressantes que tu as déjà citées. on dit souvent la chance sourit aux audacieux. C'est clair qu'il y a 25 ans, on était très audacieux parce que dès le départ, on a investi, on s'est endetté, on a emprunté 900 000 euros, donc c'était quand même une belle somme il y a 25 ans. Si on est là maintenant, après 25 ans, c'est probablement à l'investissement de départ. Maintenant, ce que je peux donner aussi comme conseil, par rapport à il y a 25 ans, il n'y a jamais eu autant d'organismes de services qui sont là pour encadrer des futurs entrepreneurs, des startups et tout. Et un exemple, par exemple, la chambre de commerce. Les chambres de commerce sont là également pour vous accueillir. Il faut savoir que dans les chambres de commerce comme celle de Wallonie-Picard, il y a 1100 membres dedans. Mais dans les 1100 membres, je vais prendre l'exemple de notre chambre de commerce, nous sommes 10 ou 12 brasseurs dedans. Et donc, le but de ces chambres de commerce, c'est de faire du networking, mais aussi finalement de se rencontrer entre pairs et de se refiler des contacts, des idées. Et indirectement, notre chambre de commerce est là aussi pour finalement accueillir des idées, des startups et de les aiguiller directement vers les bonnes personnes pour ne pas perdre de temps, leur dire directement les démarches qu'ils vont devoir faire, vers où aller. Et donc, il y a tout le côté, OK, il faut être audacieux, OK, faut rêver et tout, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut être pied sur terre et il y a des organismes qui sont là pour vous encadrer et vous aider à mettre en place finalement ces projets.
ou vous tirez la sonnette d'alarme en disant oui, mais attendez, là où tu vas, ça n'ira quand même pas, tu vas te planter. Donc voilà, donc le but, c'est pas, mais encore une fois, je dis bien, un échec, c'est toujours une expérience pour quelqu'un. Le problème, c'est que dans notre culture européenne, l'échec n'est pas bien perçu. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que dans d'autres continents, l'échec est vu comme beaucoup d'expérience. Et donc, si vous ne faites pas d'échecs dans votre brasserie, même, vous ne progressez pas, hein. Donc, c'est par les échecs qu'on avance et qu'on devient meilleur, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Je ne sais pas si Madame Pascal Hertzens aurait quelque chose à rajouter Ben, je avant. veux surtout remercier tout cet échange d'expériences. Je pense que c'était vraiment très intéressant pour nos étudiants. Même s'ils sont un petit peu timides derrière le micro, je suis sûre qu'ils sont repartis avec plein de belles choses, plein d'idées et peut-être des envies, je ne sais pas. J'aurai l'occasion en tout cas de débriefer avec eux plus tard. Mais merci beaucoup à tous en tout cas pour ce moment et ce temps passé avec nous. Merci à vous. Avec plaisir. Bah oui, tout grand merci en tout cas de ma part et de la part voilà, de la fédération d'avoir pu libérer comme ça bien une heure et demie pour expliquer comme ça aux jeunes et finalement un peu tout le monde, étant donné que la vidéo sera enregistrée et publiée et surtout vu votre agenda très très chargé. Donc voilà, comme je le dis, la vidéo est enregistrée, sera publiée bien, via notre chaîne YouTube, via notre site ftsu.be, via notre site bftf.be, ainsi que sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Il me reste voilà, à vous saluer et encore une fois à vous remercier très chaleureusement. Merci À beaucoup. bientôt et à Merci. bientôt. À bientôt. Plaisir. Bonne fin de journée.